Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis super contente. J'ai la joie d'accueillir un formateur spécialisé en souffle-voix, qui est Benjamin Grenard. Salut Benjamin. Salut. Écoute, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de faire un stage avec toi. On va en parler un petit peu plus et je tenais absolument à ce que tu viennes sur la chaîne YouTube parler un peu de ta pratique. Tu es aussi, donc on va le développer, hein, tu es praticien en pneumaphonie et co-créateur de l'éinophonie. Donc on va développer ces notions, hein. Mais avant, je voulais te demander un petit peu ton parcours et comment tu en étais venu à être formateur spécialisé en souffle-voix. D'accord. Alors en fait, je suis professeur de musique en lycée et j'ai commencé ma carrière dans la banlieue parisienne et je me suis retrouvé en difficulté avec ma voix parlée alors que j'avais pas spécialement de problème avec ma voix chantée. Et en fait, j'ai été à la recherche d'une pratique qui pouvait m'aider. À l'époque, j'étais pratiquant de yoga et je te cherchais plutôt quelque chose d'alternatif, on va dire. Et Serge Wilfard, qui était un ténor d'opéra, en fait, venait de s'installer en Bourgogne. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Chant de Lettres, que j'ai découvert ensuite par la suite, hein. Je n'ai pas lu le livre avant d'aller au stage, et ça a été une vraie révélation pour moi. Et j'ai autant redécouvert ma voix parlée que ma voix chantée, en fait. Et à partir de ce moment-là, toute ma pratique aussi énergétique, corporelle, tout ça s'est mis à changer du tout au tout. Ma vie aussi s'est affirmée de manière différente. Et la pratique de yoga aussi s'est confortée d'une autre manière. Et du coup, après, tu en es venu à te spécialiser là-dedans. Est-ce que tu penses qu'il y a un constat à faire par rapport à la voix chez les gens, de façon générale? Parce que toi, tu voulais travailler ta voix, mais est-ce que de façon générale, j'ai l'impression que c'est une approche pour tous, finalement, ce que tu proposes aujourd'hui. Mais c'est quoi la difficulté? On part de quel constat, en fait, par rapport à la voix? Alors en fait, on part du constat que très peu de monde parle avec une voix qui vient de son corps. La plupart des gens, on est en fait des êtres très mentalisés, hein, l'énergie se situe là, et souvent le son reste bloqué en fait en haut du corps. Et bon, c'est comme ça pour plusieurs raisons. Dans la lecture de la pneumaphonie, c'est parce qu'il y a des freins physiques, il y a des tensions qui fait que le centre de gravité va se loger en haut du corps, au lieu d'être bien établi en bas, hein, au niveau du hara, pour ceux qui connaissent cette notion. Mais ça induit aussi tout un type de comportement. C'est-à-dire qu'on a une relation au monde qui est très intellectualisée. Et puis, souvent, quand on parle, en fait, on a plutôt tendance à suivre le fil de notre réflexion, de suivre le fil de notre mental, au lieu d'aller s'établir finalement dans son bassin, dans son corps. Et c'est vrai que quand on se met dans son bassin et dans son corps, souvent le témoignage vocal est différent, qu'il s'agisse du son ou bien des mots, en fait. Ok, et du coup, donc le fait, alors, si quelqu'un qui voudrait, en fait, est-ce que les gens ont conscience déjà par rapport à ça au niveau de leur voix? Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience qu'il y a une problématique par rapport à ça. Comment ils en viennent à venir à toi, à venir dans tes stages, à faire un travail vocal finalement? Oui, alors en fait, les gens ont souvent l'impression d'un problème vocal quand ils s'entendent. Ils laissent un message sur le répondeur, ils les réécoutent ensuite, et la plupart des gens, en fait, sont dérangés par leur voix. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on se rend compte qu'on a un problème, en tout cas relationnel avec sa propre voix. Euh, mais souvent, il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes d'aphonie. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont coincés dans leur respiration, qui sont coincés aussi au niveau de leur corps. Et puis, dans le public, en tout cas, moi que je reçois, en fait, il a intuitivement conscience que quand il va travailler avec sa voix, avec son corps, avec son souffle, en fait, il va travailler à l'intérieur de lui, il va voyager à l'intérieur de lui.
Et en fait, il y a un tas de choses qui vont s'ouvrir, hein. La voix, c'est connecté au système émotionnel, c'est connecté au corps. Donc, quand on commence à toucher à cette énergie, avec le souffle, évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Et donc, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui viennent pour des raisons de bien-être, en fait, tout simplement, hein. Ouais, on peut vraiment dire que ton approche, sans rentrer dans le mot thérapie, hein, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment une technique de bien-être. C'est quelque chose qui va libérer les tensions. Et dans un premier temps, je crois que c'est ce que tu expliques, c'est que il va falloir réapprendre à respirer finalement avant de travailler. C'est le premier geste en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la voix, en fait, ne découle que de la manière dont tu as respiré. Et en même temps, souvent, on est bloqué dans sa respiration. On est bloqué physiquement. Donc, c'est là où intervient la logique de la pneumaphonie, qu'on peut voir sous plein d'angles. Mais il y a un angle mécaniste qui existe, parmi d'autres, qui est le fait que, en débloquant des tensions excessives qu'il y a dans le corps, euh, en permettant à la personne de s'établir dans son centre de gravité, eh bien, en fait, on libère la respiration et ce faisant, du coup, la voix elle-même prend sa place naturellement. Et ça, c'est une chose qui est importante à comprendre par rapport à d'autres démarches, c'est qu'en fait, euh, il n'y a rien à ajouter. On n'est pas là pour faire de la performance. Si on enlève les tensions dans le corps ou si on enlève des tensions psychiques, hein, mais ça on verra un petit peu si on parle de l'héliophonie, le bien-être s'installe et puis la voix arrive naturellement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à fabriquer une voix qui serait performante, elle est là, disponible, pourvu qu'on accède à la détente, en tout cas. Donc en fait, tu libères finalement, en travaillant sur la respiration, libères ce qui entrave finalement le passage de la voix. C'est pas comme tu disais, je prends les chanteurs ou, enfin même moi, je sais que toi tu es chanteur aussi, mais moi ça fait longtemps que je travaille ma voix. On nous a toujours appris, comme tu disais, à performer au niveau de la voix. Et je trouve que dans cette technique-là de pneumaphonie, c'est que du coup on apprend vraiment, enfin comme tu disais, à laisser faire. Euh, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les cours de chant, on est tendu par une performance et donc on est tendu par de la technique et du contrôle, en fait. Voilà. Parce que souvent, il y a une finalité, on a une finalité artistique, où on a tout simplement même envie de bien faire. Parce que cette envie de bien faire, elle vient du fait qu'on a à transmettre, qu'on a à communiquer et qu'on a envie de donner, en fait, hein, par rapport à l'harmonie que l'on sent à l'intérieur. Et la pneumaphonie, en fait, se base sur un autre créneau, on va dire, qui est, comme tu l'as très bien dit, de laisser faire, ou je dirais même plutôt de laisser quelque chose se faire à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, c'est retrouver un acte respiratoire, un acte vocal qui se fait par lui-même, plutôt que d'investir des tensions dans le fer qui vont générer tout un tas d'anxiété, qui fait qu'on va mobiliser tout un tas de muscles alors qu'ils ne sont pas forcément utiles pour que le trajet de la voix se fasse. Voilà. Et en fait, dans la pneumaphonie, on compare cette envie de bien faire, ou parfois comment dire, cet écueil dans lequel on est pris, en fait, hein, comme une névrose, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, on est poussé par l'envie de bien faire. Voilà. Et là, il s'agit simplement, en tous les cas, il s'agit de se laisser faire, c'est-à-dire de toucher une forme de lâcher prise, relatif ou même parfois extrêmement important, où les choses se passent à l'intérieur et en fait, la voix qui sort est quelque chose qui nous dépasse. On accède à une espèce de voix des profondeurs qui se fait en même temps que les libérations corporelles, en fait. Ouais, c'est assez extraordinaire hein, pour l'avoir fait, j'avoue. C'est assez fort et c'est jubilatoire, hein, comme je crois que vraiment, on peut le Et en dire plus, je comme me ça. permets de dire que tu as une voix magnifique. Ah, merci. Merci beaucoup. Euh, et du coup, si j'en reviens, est-ce qu'on peut parler de déconstruction aussi en même temps? Est-ce que Oui, on peut employer ça aussi quelque part? alors oui, c'est vraiment un des angles importants du souffle et voix. C'est-à-dire que
quand on grandit, Serge Wilfard disait ça ainsi, on se construit plus ou moins de manière à l'envers. C'est-à-dire que quand les enfants se mettent à marcher, souvent d'ailleurs les adultes interviennent, et ce qui se passe, c'est qu'ils les mettent parfois dans des positions qu'ils n'ont pas acquises par eux-mêmes, et pour tenir, en fait, les bébés, les petits-enfants vont gérer des tensions. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à tenir debout finalement par tension et non pas en se laissant porter. Alors, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, hein. En fait, il ne faudrait pas intervenir dans la marche des enfants. Hein. Les psychomotriciens ont remarqué que si on n'intervenait pas du tout dans la marche, dans l'acquisition de la posture debout, et pas intervenir du tout, ça veut dire ne pas mettre un enfant dans une posture qu'il n'a pas acquise par lui-même. En moyenne, les enfants marchent plutôt à l'âge de 16 ou 17 mois, ce qui est relativement tard, hein, mais en fait, du coup, ils se lèvent avec des fondations solides, et donc c'est complètement différent. Voilà. Et donc, on est tous plus ou moins construits à l'envers, et même si on a pu se lever de manière à peu près adéquate, les émotions souvent ont tendance à nous faire remonter en haut du corps, voilà, à être pris par ici notamment. Donc, en fait, on tient debout avec une structure qui est de guingois, on va dire. Et cette structure physique peut s'apparenter aussi à une forme de structure névrotique. Voilà. Ce qui fait que, en fait, quand on arrive à l'enfance, puis à l'âge adulte, en fait, c'est pas la personne en tant que telle qui s'exprime ou qui est dans son corps, c'est un personnage, c'est-à-dire c'est ce qui résulte d'une construction vacillante. Voilà. Et si on veut retrouver la voix de la personne, c'est-à-dire ce qu'il est à l'intérieur de nous à la base, c'est-à-dire revenir finalement à un corps de bébé qui serait complètement formaté ou qui se laisserait faire en laissant les tensions venir et automatiquement gérées par son corps, du coup, on aurait des voix différentes et on aurait plus accès à la voix de la personne. Donc, quand on arrive et qu'une personne arrive sur le tapis, effectivement, on observe qu'elle a un corps tendu, de telle ou telle configuration, et le premier temps, effectivement, ça va consister à déconstruire pour que la personne, en fait, puisse revenir, en fait, à son bassin, à ses racines, et au fait de se laisser porter. Voilà, ça, c'est une dimension importante, parce que dans beaucoup de pratiques, on parle des racines, en fait, on parle de l'ancrage, et souvent, il y a des pratiques en fait où on va renforcer beaucoup, par exemple, les muscles au niveau du périnée, au niveau abdominal, alors que en fait, le premier temps de l'ancrage, c'est d'abord vraiment se laisser peser. Et pour se laisser peser, il faut qu'il y ait toute une déconstruction qui soit réalisée au préalable. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on se construit avec un ancrage ou une force, juste la force en bas, ce n'est pas un véritable ancrage. Il faut d'abord laisser le corps peser. Je trouve que c'est super important ce que tu dis. Enfin, c'est une notion vraiment très, très importante. Ouais, et contrairement à ce qui est enseigné de façon généralisée, on va dire, effectivement. Euh, donc là, tu passes par la pneumaphonie, donc, qui est une approche où on réapprend à respirer. Et qu'en est-il de l'énophonie? Parce que c'est Oui, pareil, ça, on ne connaît pas trop et voilà, oui. c'est Alors, important de préciser. ouais. Ouais. Et du coup, je précise parce que la pneumaphonie, on réapprend à respirer, mais on va dire que ce qui a caractérisé en tout cas la pneumaphonie pendant très longtemps, hein, c'est que on va beaucoup chercher à libérer le corps en passant par des postures. C'est-à-dire que ces postures exposent, on va dire, les tensions du corps et en même temps imposent un certain nombre de contraintes qui fait qu'à un moment donné, le pratiquant va lâcher prise parce qu'au niveau corporel, c'est très fort. Et donc,
l'énergie se remet à circuler. Voilà. Et en fait, les postures choisies sont choisies en fonction des blocages qu'il y a dans le corps. Donc, la pneumaphonie, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on peut y voir un aspect mécaniste, mais c'est qu'un aspect de la pneumaphonie, vraiment très corporel, très matériel, en fait. Serge Wilfard, qui a inventé la pneumaphonie, il a fonctionné pendant très longtemps comme ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a formé des élèves avec cette logique-là, je dirais un peu avec une obsession de la posture physique, alors qu'en fait, le lâcher-prise peut se faire différemment et peut-être aussi de manière moins brutale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi, je suis resté 10 ans avec Serge Wilfard, en fait, les 10 dernières années de sa formation. Les 3-4 dernières années, il était beaucoup moins dans cette recherche de la posture. Il avait en réalité beaucoup épuré sa pratique. En général, il suffisait de lever un bras et puis tout s'enclenchait, c'est-à-dire que ça, voilà, c'était beaucoup moins christique, j'allais dire, parce que voilà, les premiers temps de la pneumaphonie, moi quand j'ai commencé, c'était quand même très fort physiquement. Beaucoup d'élèves pratiquants pratiquent encore comme ça parce qu'ils ont appris comme ça, mais en réalité, c'est pas nécessaire toujours de passer par ces chemins. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, dans les 10 ans où j'ai été en pneumaphonie, il y a eu une période pendant 2-3 ans où en fait j'avais ce bras levé et avant même d'ailleurs qu'il commence à épurer sa propre pratique, où tout se passait sans que Serge Bouleffard ait à intervenir en fait. Et en fait, parce que en fait, à l'intérieur, j'étais déjà disponible. C'est-à-dire que j'avais déjà lâché prise et il n'y avait pas besoin forcément de rentrer dans une posture. Voilà. Et c'est là où intervient l'éinophonie, c'est que quand j'ai fait mon parcours, en fait, j'ai commencé par les postures. Et puis, j'ai rencontré un psychologue qui était intéressé par cette pratique-là et qui est devenu un ami, un collègue, qui s'appelle Bernard Sansfelder, et qui m'a dit, mais en fait, tu mets les gens sous hypnose. Et moi, je n'étais pas du tout au courant de ce que c'était que l'hypnose. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, quand on lâche prise, on tombe dans un état de légère transe, où on garde une forme de contrôle, et on est totalement conscient, mais c'est un état de lâcher prise où les choses se font toutes seules. Et effectivement, quand on travaille sur une posture, ça se fait, mais ce n'est pas toujours utile de passer par ça. Et c'est une des pratiques de l'hypnophonie qui se base sur ces états de transe, en fait, c'est d'apprendre à, comment dire, s'approprier par soi-même, finalement, cette transe avec quelques outils tirés de l'hypnose. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose classique. C'est-à-dire que si on prend l'hypnose ericksonienne, par exemple, c'est une pratique du faire, pour le coup. C'est-à-dire que les patients viennent avec une demande et en hypnose, on peut faire des programmes, en passant par la conscience, tout ça, etc., pour associer et faire en sorte que répondre à la demande du patient. Okay, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, un hypnothérapeute ericksonien va associer le mot dégoût et le mot tabac. Hop, le cerveau va faire l'association, ce qui fait que par la suite, la personne ne pourra plus fumer si ça a fonctionné correctement, parce qu'elle aura cette sensation de dégoût, en fait. Voilà. Et ça, c'est une programmation, et on est dans du faire. Or, nous, la manière dont on s'en sert est complètement différente. C'est plutôt une hypnose qui vient comme François Roustan, en fait, l'élaborait, c'est-à-dire que c'est en réalité beaucoup plus proche du zen, qu'on aurait facilité avec une induction hypnotique. Voilà. Et dans cette histoire, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose, il s'agit simplement de proposer au corps d'enlever telle ou telle tension. Donc, on est dans la même démarche que la pneumaphonie, il s'agit en fait d'enlever. Voilà. Il n'y a rien besoin d'ajouter
pour que ça fonctionne. Il y a simplement besoin d'enlever pour que ça aille bien. Voilà. On retrouve ça, cette ligne de démarcation. Souvent, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, par exemple, que la pneumaphonie ou l'éinophonie sont des disciplines de développement personnel. Mais ça, ça vient de la mode américaine, on va dire, où effectivement, on a envie de développer un potentiel. On a envie d'acquérir telle ou telle prédisposition, on a envie d'arrêter de fumer, on a plein d'idées préconçues sur ce qu'on a envie d'être. Voilà. Le problème de ça, c'est qu'en réalité, c'est le personnage à l'intérieur de nous qui a envie d'être comme ça. Parce qu'il veut passer son temps à éviter de lâcher prise, parce qu'il sait que s'il lâche prise, il y a la personne qui va arriver, et au fond, il est convaincu, et en fait, il se trompe, que s'il lâche prise et que la personne va arriver, ça va être quelque chose de monstrueux. Voilà. Et ça, en souffle-et-voix, c'est une chose qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire que la personne, tout d'un coup, se met à produire des sons qui sont extrêmement puissants, qui peuvent être parfois au début même assez impressionnants et assez tendus dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur place. Et en réalité, ils ont l'impression que c'est une voix monstrueuse, parce que tout d'un coup, c'est la voix de la personne qui arrive, mais avec, dans un premier temps, les mémoires du corps qui sont là. Voilà, jusqu'à ce qu'elle s'épuise, et puis qu'il y a une forme d'harmonie qui arrive. Et j'ai fait une parenthèse, mais je vais essayer de la boucler. Donc, en éinophonie, cette hypnose, en fait, ce n'est pas du développement personnel. C'est plutôt, au contraire, du zen, et c'est du dépouillement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose, il s'agit d'enlever. Et quand on enlève, en fait, on revient à quelque chose de puissant, donc, comme une source, en fait. Et il y a déjà, en fait, une puissance qui est là, il y a déjà une harmonie qui est là. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire des nœuds, d'essayer d'aller, en fait, de contrôler par telle ou telle pratique. Et souvent, les démarches de développement personnel qui sont dans du faire, en réalité, renforcent le contrôle, au lieu de permettre à la personne d'accéder à du lâcher-prise. Est-ce que tu dirais que c'est de l'art subtil de ne rien faire? Un truc comme ça? L'éinophonie, Ouais. oui, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est l'art subtil de ne rien faire. Et je dirais d'autant plus subtil que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas rien faire. Oui. D'abord parce que nous avons des modes de vie qui font que nous sommes happés tout le temps dans des activités, dans du quotidien, que ce soit professionnel ou à la maison, hein, personnel, domestique. Et que si par ailleurs, en plus, on s'assoit, déjà à ne rien faire, ça arrive très rarement, mais souvent, si on le fait, en fait, le mental continue à tourner et en fait, on n'est pas réellement dans son corps. Donc, il s'agit, oui, c'est un art à la fois, j'allais dire, subtil, d'aller dans les profondeurs, de ne rien faire. Voilà. Ok. Et alors, comme ça, de prime abord, on se dit, oh, est-ce que ça pourrait s'adresser, cette façon de faire? Est-ce que c'est forcément les gens qui ont un travail avec la voix qui vont venir te voir? Bien que j'ai compris que finalement, c'est pas un travail sur la voix, finalement, c'est un travail par la voix. Oui, tout à Et fait. voilà, ça, je trouve que c'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir à toi parce qu'ils ont fait un travail où ils utilisent beaucoup la voix, mais en fait, c'est pas que ça au final, c'est vraiment une approche pour tous, parce que tu passes par le corps, le souffle et la voix, mais on n'est pas obligé de vouloir développer sa voix pour venir, en fait. C'est plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, je dirais que c'est vraiment une exploration de soi, en fait. Soit Puisqu'il s'agit, en fait, on va de à la rencontre laisser de soi à la nouveau. personne. Ouais. Euh, à l'origine, le souffle-voix, hein, la pneumaphonie, c'est essayer de chercher la voix que la nature nous a donnée. Hein, donc la voix juste, pas au sens musical du terme, mais vraiment au sens, je dirais, corporel du terme, ce qui est différent. Et en fait, Wilfar s'est aperçu qu'il y avait un retour en soi à faire et qu'en fait, sa démarche qui consistait pour lui, puisqu'il était ténor d'opéra, à chercher sa voix, en fait, c'était presque plus efficace quand on laissait ça de côté et qu'on allait finalement à l'intérieur de soi.
Donc, c'est un travail effectivement par la voix. C'est un travail par la voix sur soi. Et en ce qui concerne le public, il y a les deux facettes, c'est-à-dire qu'il y a je reçois, la plupart des gens ne sont pas chanteurs, c'est plutôt des gens qui viennent explorer l'intérieur, hein, qui viennent souvent d'ateliers de développement personnel. Mais comme il y a une forte dimension de formation dans ce que je fais, même si ça passe par des structurations, c'est quand même on appelle ça de la formation, Oui. donc on donne quand même une forme. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent travailler sur la voix parlée. Il y en a parce qu'ils sont bloqués au niveau respiratoire. Voilà, il y a tout un tas de domaines. Les chanteurs qui viennent, il y en a quelques-uns. Ils sont souvent une une petite minorité, pardon, dans dans les pratiquants. Et donc, effectivement, c'est une méthode qui s'adresse à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les chanteurs sont là, ils sont obligés, comme les autres, de déstructurer, d'aller un petit peu détricoter ce qu'ils avaient construit. Et or, ce qu'ils avaient construit était souvent flatteur. Voilà. Mais ce qui est flatteur et ce qui est beau n'est pas nécessairement authentique. C'est deux choses différentes. Donc déjà, pour eux, c'est très intéressant parce qu'ils vont trouver souvent autre chose. S'ils n'ont pas de démarche personnelle, ils se mettent à en avoir une le plus souvent. Et puis, eh ben, ce n'est pas les chanteurs les plus faciles parce qu'ils connaissent plein de choses pour contrôler, en fait. Voilà. Alors que la plupart des gens qui viennent, qui n'ont aucune notion du chant, se laissent beaucoup plus travailler. Et souvent, pas toujours, mais souvent, ça va être une méthode très efficace pour lâcher prise parce que c'est un domaine dans lequel ils ne connaissent rien. Donc, ils ne vont pas résister longtemps, souvent. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement? Parce qu'on parlait de centrage, finalement, c'est retrouver sa verticalité, reprendre son centre de gravité. Et qu'est-ce que ça, dans la vie finalement, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vient travailler? Parce que je vois bien que c'est au niveau corporel, mais c'est bien plus que ça, hein, pour l'avoir constaté. Il y a une action au niveau de vibratoire, ou comment on pourrait le définir, mais dans la vie, le fait d'être plus ancré, ben, ta vie, tu la vois différemment aussi, où il va se passer des événements particuliers. Tu disais en début, ouais, ben, moi j'ai carrément changé de vie, hein, enfin, visiblement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, au niveau des retours? Qu'est-ce que ça va apporter? Euh, Alors, au niveau des retours, ça peut être vraiment très divers. C'est vrai parfois, il y a des choses qui arrivent qui sont thérapeutiques, entre guillemets, qu'on n'a pas cherché. Des fois, il y a des gens qui n'ont plus mal alors qu'ils avaient des douleurs depuis ouais, un moment. chronique. Ouais. Mais c'est pareil, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est-à-dire que c'est un effet corollaire du fait qu'il y a une libération de tension, mais on ne peut pas utiliser la méthode comme ça. Par contre, c'est sûr que de toute façon, se remettre à respirer, ça va procurer du bien-être. Ça, c'est clair. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, en fait, le fait d'être centré, c'est vraiment être établi à l'intérieur de son corps. Et quand on est établi à l'intérieur de son corps, le vide est beaucoup plus naturel et spontané à l'intérieur. Et puis, on a cette solidité, ce maintien à l'intérieur qui fait que on ne réagit plus du tout pareil à l'environnement. Et l'environnement, d'ailleurs, souvent, a tendance à se positionner de manière différente parce que quand quelqu'un est établi dans son centre, c'est très intuitif, c'est la communication presque animale et les gens le ressentent en réalité. Euh, Même si ce n'est pas confiant. Donc, les gens ont tendance à avoir un comportement différent. Et il y a tout un tas de faits aussi de la vie quotidienne qui ont tendance à nous décentrer, euh, qui ont tendance à faire monter des tensions, où on trouve une stabilité et on trouve un calme. Et si jamais on est traversé par quelque chose, parce que parfois dans la vie, c'est comme ça, il y a des choses qui sont difficiles, le souffle-voix, on apprend à se laisser traverser par ce qui vient, par
par des émotions, par des tensions. Donc, en fait, on laisse le corps faire pour évacuer la tension de plus en plus, ce qui fait que quand, en termes de mal-être, par exemple, on a tendance à avoir des phases de mal-être qui sont beaucoup plus courtes. Et c'est vrai que quand on ajoute en plus à cela la compréhension de l'éinophonie, hein, avec l'hypnose, on est encore beaucoup plus précis là-dessus en termes d'outils. Donc, voilà, c'est vraiment la capacité, finalement, à se laisser traverser par les choses. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, que voilà, ça donne une solidité et puis on devient imperméable à tout. Mais ce n'est pas le cas, en fait. En même temps, ça donne de la force. Et le fait que ça donne de la force et que ça a enlevé des tensions, ça accentue aussi la sensibilité. Donc, c'est presque un trajet sans fin, c'est-à-dire qu'en même temps, les portes de la perception, de la sensibilité s'ouvrent et on est capable d'en recevoir beaucoup plus et en même temps, on est capable de gérer ça beaucoup mieux. Et aussi, par le centrage, c'est un effet corollaire, quand on est bien dans son maintien, on est capable aussi de mettre une barrière et d'éviter d'avaler, par exemple, ce qui vient de l'extérieur. C'est l'avantage d'être établi en soi. Voilà. Donc, tu vois que quelque part, la notion de centre peut avoir différentes implications. On ne devient pas totalement indifférent à tout ou supérieur à tout. C'est pas du tout ça. Souvent, on est beaucoup plus calme parce qu'on a enlevé des tensions. Mais c'est aussi la capacité à se laisser transformer, à se laisser traverser, en fait. Voilà. Sans perdre ses fondations. Ouais, c'est important, ce que tu dis. Écoute, je trouve qu'on a échangé beaucoup de choses. C'est très riche. J'ai envie de dire, pour les personnes qui veulent te retrouver, je vais mettre le lien sous la vidéo. Ton site internet, c'est dusoufflealavoix.com. Oui, c'est ça. Ouais, Et on a aussi un site particulier sur l'éinophonie, oui. alors qu'il y a un dispositif particulier parce qu'on est deux co-animateurs, hein. Donc après, voilà, c'est énothérapie plus souffle-voix. Mais il y a aussi sur dusoufflealavoix.com, il y a les deux, quoi. Il y a deux facettes. Il y a un site un peu spécifique pour l'éinophonie. Voilà, mais il y a les deux facettes. Le souffle-voix a un côté plus yang, hein, on va faire plus de voix, et l'éinophonie a un côté plus yin, on va rentrer plus en douceur, ça n'en est pas moins profond, et en même temps, il y aura de la voix pour soutenir ce travail, c'est-à-dire qu'on va restructurer par la voix. Ouais, pour avoir fait donc le stage, du coup, c'était, je me souviens plus de l'intitulé, mais c'était C'était spécifique. souffle-voix, et Ouais, j'avais soufflez-voir. donné quelques outils d'éinothérapie aussi, parce que c'est très pratique. Ouais, exactement. Et je voulais dire aussi que effectivement, pour avoir pratiqué avec d'autres praticiens de la méthode de Serge Villefard, donc sur la pneumaphonie, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment trouvé ton accompagnement qui était enveloppant, bienveillant, hyper respectueux. Voilà, tu es là, tu es présent, tu nous guides et en même temps, voilà, tu nous laisses toute la place. Enfin, voilà, c'est vraiment très important, c'est bien et c'est fait avec bienveillance. Voilà, c'est surtout ça que je voulais te dire. Et voilà, pour toutes les personnes qui regarderont l'interview, vraiment, je vous encourage à aller faire ce travail qui est vraiment une approche pour tous. Ça, c'est vraiment important de le préciser, quoi. Pas besoin d'être chanteur ou thérapeute, ou voilà. C'est vraiment, si vous voulez aller à la rencontre de vous-même, en fait, voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. Et puis Benjamin accompagne formidablement bien. Voilà, Bah, je te le dis écoute, sincèrement. merci. En gros, il y a 8 personnes sur 10 qui sont totalement débutantes sur la voix dans mes stages. Voilà. Voilà. Donc, Et il n'y c'est a pas vrai, je l'ai de. constaté, on était très peu de chanteurs et de chanteuses au final. Et ce qui est parfois très étonnant, c'est que les gens parfois débutants arrivent très très vite à un résultat qui peut être très très beau. Exactement, ouais, ouais, complètement, complètement. Il s'est passé des choses magnifiques. On était en groupe. Alors des fois, ça peut faire peur aussi la notion de groupe, de se dire oh là là, j'ai l'impression que je vais me mettre à nu parce que la voix c'est très intime. Mais non, pas du tout. En fait, il n'y a pas du tout cette notion. En fait, on accompagne l'autre finalement. On est porté par l'autre aussi. Voilà. Et enfin, voilà, on voit des choses. C'est un beau témoignage de ce qui se passe et on a envie que l'autre, on le voit s'ouvrir. C'est juste magnifique en fait. Eh bien, je te remercie. Bah, écoute, est-ce que tu voudrais partager une dernière chose avant qu'on se quitte? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en particulier, passer un message ou Oui, en fait, cette pratique, c'est l'auberge espagnole.
On arrive avec, souvent un désir, envie d'enlever quelque chose, et puis en fait, on trouve autre chose. Et quelque part, ça permet de aussi accepter la dimension de l'inconnu dans la vie. Ouais. Voilà, c'est-à-dire trouver sa solidité et puis apprendre à se laisser guider, à se laisser faire, en fait. Voilà. Ce qui fait qu'on peut toujours être très surpris par les résultats que l'on a. Ça va souvent travailler ailleurs que ce qu'on avait prévu. Je Voilà. confirme. En tout cas, merci beaucoup à toi, Benjamin. Et donc, comme je disais, donc, si vous voulez retrouver le site de Benjamin, c'est dusoufflealavoi.com. Et je mettrai les autres, voilà, toutes les informations si vous souhaitez Voilà. retrouver le travail de Benjamin. Avec des Merci tirets encore. entre chaque mot. Oui, ouais, oui. Je vais tout mettre sous la vidéo. OK. Merci beaucoup. Merci à Merci. toi. À À bientôt. bientôt.